Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je fais la synthèse d'un livre sur les finances personnelles ou la bourse. Je résume donc des heures de lecture en quelques minutes pour que t'aies pas à le faire. Tout ça dans un vocabulaire accessible avec des exemples réalistes et transparents qui vont te permettre de mieux comprendre le monde financier si tu es débutant dans le domaine ou plutôt de réfléchir à tes stratégies actuelles si tu navigues déjà dans ce domaine-là. Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre de faire ce que tu veux, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 69e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre The 4-Hour Work Week, donc la semaine de travail de 4 heures, écrit par Tim Ferriss en 2007. Tim Ferriss est un auteur et un entrepreneur américain. Il a été refusé par 26 éditeurs sur 27. Le livre a donc failli ne pas devenir le best-seller qui est devenu du New York Times. Tim Ferriss a écrit ce livre-là pour tous ceux qui en ont assez de repousser leur vie jusqu'à la retraite et qui veulent au contraire vivre pleinement dans l'instant présent, donc immédiatement. Dans son livre, il promet un moyen d'obtenir toutes les récompenses du travail sans avoir à attendre la fin de sa carrière. Rédigé plus par frustration que par amour de l'écriture, ce livre-là raconte comment Tim s'est retiré de sa propre entreprise pour faire ce qu'il aimait vraiment, soit apprendre et voyager. Il présente 4 stratégies pour faire ça, soit Definition, la définition, Elimination, éliminer, Automation, automatiser, et Liberation, liberté. Donc, première stratégie soulevée par l'auteur, le D pour définir. Ferriss affirme que ce qui distingue les nouveaux riches qu'il appelle de ceux qu'il appelle les différés, c'est-à-dire ceux qui épargnent tout leur argent juste pour la retraite, ce sont leurs objectifs et leur philosophie. Il énumère quelques-unes des distinctions entre ces deux modes de pensée, soit les nouveaux riches qui veulent vivre oui maintenant mais aussi plus tard, et les différés qui veulent juste attendre la retraite pour dépenser leur argent et vivre faire ce qui les rend heureux. Donc les différés, ceux qui attendent juste la retraite, disent « je veux travailler pour moi-même ». Les nouveaux riches disent « je veux que d'autres travaillent pour moi ». Les différés disent aussi « je veux travailler quand je veux ». Les nouveaux riches disent « je travaille pas juste pour travailler et je fais le minimum pour obtenir le maximum ». Les différés disent « je veux prendre ma retraite jeune ». Les nouveaux riches disent « je veux partir régulièrement dans des aventures, mais également avoir des périodes de repos tout au long de ma vie. Le but, c'est pas de rien faire, mais de faire ce qui est passionnant pour moi. » Les différés disent « je veux acheter tout ce que je veux ». Le nouveau riche dit « je veux faire toutes les choses que je veux faire ». Le différé dit « je veux avoir beaucoup d'argent », alors que le nouveau riche dit « je veux gagner beaucoup d'argent pour des raisons spécifiques avec des rêves bien définis ». Donc Ferriss affirme que de courir aveuglément après l'argent, c'est insensé. Si vous pouvez libérer votre temps et vous libérer de votre lieu de travail, donc on va parler de mobilité plus loin, votre argent vaut automatiquement 3 à 10 fois plus. Lui, il dit avoir volé en avion privé au-dessus des Andes, dégusté les meilleurs vins du monde et vécu comme un roi dans une villa privée, ce qui lui a coûté beaucoup moins cher que de payer un loyer aux États-Unis. Par conséquent, l'auteur affirme que la valeur pratique de l'argent se multiplie en fonction de 4 W. What you do, ce que vous faites avec l'argent. When you do it, quand vous le faites. Where you do it, où vous le faites. Et whom you do it with, avec qui vous le faites. Ça signifie qu'un banquier qui gagne 500 000 $ par année en travaillant 80 heures par semaine est moins riche qu'un membre des nouveaux riches, comme l'auteur dit, qui travaille 20 heures par semaine pour 40 000 $ par année, mais qui a une totale liberté sur le quoi, le quand, le où et le avec qui dans sa vie. C'est la capacité de choisir qui constitue notre véritable pouvoir selon l'auteur. Le livre permet d'identifier et de créer des options, des stratégies, des trucs afin de gagner plus d'argent en travaillant moins. L'auteur présente ensuite les règles qui changent les règles. Lorsque le monde semble travailler d'une manière qui produit continuellement des résultats médiocres, vous devez vous poser la question « et si je faisais le contraire ?» L'auteur donne l'exemple de lui-même lorsqu'il travaillait dans un centre d'appel. Il s'est rendu compte que la plupart des appels à froid parvenaient pas à leur destinataire, donc il réussissait pas à obtenir un rendez-vous. Donc au lieu d'appeler de 9 à 5 comme tous ses collègues, il a décidé d'essayer d'appeler de 8 à 8h30 le matin avant que les entreprises ouvrent et de 18h à 18h30 le soir quand les entreprises sont fermées.
Il dit qu'ainsi il a obtenu en 1/8 du temps, donc en 1 heure par jour au lieu de 8 heures, 2 fois plus de rendez-vous que ses collègues. Donc pour faire partie des nouveaux riches qui travaillent efficacement, Ferriss propose 10 règles fondamentales pour réussir. La première règle, il dit que la retraite, c'est s'assurer du pire des scénarios, parce qu'elle repose sur l'hypothèse que vous faites quelque chose que vous aimez pas pendant les meilleures années de votre vie, au lieu de profiter de ces années-là maintenant. Je nuance un petit peu ici, c'est pas parce que vous travaillez que vous aimez pas ce que vous faites, mais je fais juste rapporter les 10 règles de l'auteur. Deuxième règle fondamentale pour Tim Ferriss, l'intérêt et l'énergie sont cycliques. Il dit que c'est essentiel d'alterner entre des périodes de repos et de travail. Il dit que les nouveaux riches vont vivre des mini-retraites tout au long de leur vie, au lieu de tout accumuler pour une grosse retraite à la fin. Il dit que faire moins, c'est pas synonyme de paresse. Il dit que bien qu'ils passent moins d'heures au bureau, les nouveaux riches obtiennent des résultats plus significatifs que d'autres qui travaillent juste pour travailler sans être efficaces. Donc en gros, pas parce que tu travailles 10 heures dans ta semaine au lieu de 40 que tu es moins efficace que quelqu'un d'autre qui fait pas grand chose finalement pendant 30 heures. Quatrième règle, le moment n'est jamais bien choisi. Il dit qu'attendre le moment idéal pour prendre une décision va rarement apporter ses fruits. Il dit attendre un jour signifie que vous emporterez vos rêves dans la tombe. Cinquième règle, il dit demander pardon et ne demandez pas la permission. Les gens peuvent apprendre à accepter les choses après coup. Je dois avouer, je comprends pas à 100% la teneur de cette règle-là de demander pardon au lieu de demander la permission. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il dit de pas attendre après les autres pour vivre vos rêves, c'est de foncer. Sixième règle, mettez l'accent sur les points forts. Il dit de ne pas corriger vos faiblesses en améliorant vos points forts plutôt que vos points faibles. Vous allez vous concentrer sur la multiplication des résultats obtenus plutôt que sur une correction progressive et lente de vos défauts. Il dit que lorsque les choses sont faites à l'excès, elles vont souvent prendre les caractéristiques de leur opposé. Donc trop et trop souvent, ce que vous voulez va devenir rapidement ce que vous voulez pas si vous abusez de ça à l'excès. Donc si ce qui vous passionne, c'est aller au restaurant 1 fois par semaine, mais vous commencez à y aller 5 fois par semaine, ça se peut qu'au fur et à mesure, ça ne devienne plus nécessairement une passion pour vous. Huitième règle, l'argent seul n'est pas la solution. Il dit qu'on utilise souvent le manque d'argent comme bouc émissaire pour pas réfléchir sur nous-mêmes et à ce qu'on veut vraiment dans la vie. Neuvième règle, le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Donc ça revient à l'exemple du banquier tantôt de 500 000 versus 40 000. Il dit que le revenu relatif va tenir compte à la fois de l'argent et du temps, alors que le revenu absolu, lui, tient juste compte de l'argent. Il dit qu'en tant que nouveau riche, il faut évaluer notre valeur actuelle avec le revenu relatif et non le revenu absolu. Donc, comment il vous reste d'argent par rapport au temps que vous travaillez. Enfin, 10e point, il dit que la détresse, c'est mauvais puis ça fait référence à un stress qui est nuisible, qui va nous affaiblir, alors qu'il existe un bon stress qui, lui, va nous aider à grandir. Il dit que les nouveaux riches recherchent le bon stress et vont rejeter la détresse, donc le mauvais stress. L'auteur nous invite ensuite à sortir de notre zone de confort. Il dit que l'incertitude et la perspective de l'échec vont empêcher plusieurs personnes d'essayer de nouvelles choses. La plupart des gens vont choisir le malheur ou l'absence de bonheur, on pourrait dire, plutôt que d'être dans de l'incertitude. L'auteur suggère que si la peur vous empêche de faire un choix, imaginez le pire scénario en détail et après, réfléchissez à la manière dont vous pourriez vous sauver, en fait, réussir à vous en sortir si ce pire scénario-là se produisait. Donc, en trouvant une solution au pire scénario possible, ça va diminuer votre incertitude et la peur que vous ressentez. Il dit que lui, c'est une technique qu'il a utilisée lorsqu'il était malheureux de travailler 15 heures par jour pour diriger son entreprise et qu'il se demandait s'il pouvait prendre des vacances ou non. En fin de compte, il s'est rendu compte que si le pire se produisait, ça serait pas fatal, qu'il allait survivre et qu'il serait en mesure de recommencer sa vie d'une façon ou d'une autre. Il propose 7 questions à se poser pour surmonter ses peurs. 1. C'est quoi le pire scénario possible? 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer les dégâts si ce scénario-là se produisait? 3. Ça c'est quoi les résultats ou les avantages temporaires ou permanents des scénarios les plus réalistes? Donc pas le pire scénario. Mais le pire scénario s'y arrive, bon, on essaie de réparer les dégâts, mais s'il arrive des scénarios plus probables, donc des scénarios plus populaires, on pourrait dire qui ont plus de chances de survenir, ben ça serait quoi les résultats ou les avantages de ces scénarios-là par rapport au scénario actuel? Si tu perds ta job aujourd'hui, comment tu penses pouvoir gérer tes finances? Ça, c'était la 4e question. 5e question, que remettez-vous à plus tard par peur? 6e question,
quel est le coût, soit émotionnel, financier ou physique, de reporter cette action-là qui vous fait peur. Et enfin, septième question, il nous demande qu'est-ce que t'attends? Il parle ensuite de reset en affirmant qu'il est plus facile de faire ce qui est irréaliste que de faire ce qui est réaliste. Il dit que comme 99% des gens se croient incapables d'atteindre leurs rêves, ils se contentent souvent d'une vie médiocre, selon lui bien sûr. Le problème, il dit que la concurrence est plus féroce parmi ceux qui se battent pour atteindre des objectifs réalistes et qu'il y a donc moins de concurrence pour les objectifs plus ambitieux. Il dit que le véritable défi consiste donc seulement à déterminer ce qu'on veut réellement. Il dit que pour se concentrer réellement sur ce qui nous passionne, il y a un processus en 3 étapes. Première étape, transformer nos objectifs ambigus en des étapes bien définies. Deuxième étape, rendre nos objectifs irréalistes selon lui, comme on vient de voir ensemble. Et troisième étape, se concentrer sur des activités qui vont combler le vide du travail une fois qu'on travaillera plus, ou qu'on sera en repos de travail. Il dit que pour vivre comme un millionnaire, il faut faire des choses intéressantes, qui nous rendent heureux et pas seulement posséder des choses. Deuxième élément de synthèse, après avoir défini sa liberté, il faut le E pour éliminer. Donc Ferriss prétend qu'on doit oublier la gestion du temps. Pour lui, la gestion du temps, c'est un piège. On ne devrait pas essayer de remplir chaque seconde avec du travail. Il dit que maintenant qu'on a réfléchi à ce qu'on veut faire de notre temps dans la première étape avec le D, on doit maintenant trouver un moyen de créer plus de temps libre tout en maintenant ou en augmentant nos revenus. Il dit que la clé, c'est de se rappeler que ce qu'on fait est infiniment plus important que la manière dont on le fait. Donc, si l'efficacité est essentielle, il dit qu'elle est redondante si on n'est pas efficace dans des choses qui sont pertinentes. Ferriss utilise le principe 80-20 de Pareto, donc l'idée que c'est que 80% des résultats sont obtenus à partir de 20% des intrants ou des efforts. Ce principe-là peut s'appliquer dans plusieurs choses, notamment par rapport à la répartition de la richesse dans la société et aux bénéfices des entreprises par rapport aux produits qu'ils vendent à leurs clients. Dans cette optique-là, Ferriss suggère de ralentir et de se rappeler que le fait d'être occupé est souvent une forme de paresse parce que ça nous empêche de réfléchir. Il dit que pour être productif, il faut être sélectif dans ce qu'on fait et même en faire moins. Il dit qu'en déterminant quels sont les 20% de sources qui causent 80% de nos problèmes, ou le 20% de nos efforts qui créent 80% des résultats, vous pouvez adapter votre vie en conséquence. Au-delà du principe 80-20 de Pareto, Ferriss utilise la loi de Parkinson qu'on a vue dans l'épisode précédent, je pense, rapidement. Cette loi-là, en gros, ça stipule que l'importance perçue d'une tâche va augmenter en fonction du temps qu'on alloue à sa réalisation. Il dit donc que par conséquent, on doit réduire le temps de travail et limiter nos projets à ceux qui sont importants. Comment il fonctionne pour combiner Parkinson et Pareto? Il dit qu'il identifie d'abord les tâches essentielles qui génèrent le plus de revenus, donc 80% des revenus, puis il programme la résolution de ces tâches-là avec des délais de remise très courts et bien identifiés pour respecter la loi de Parkinson. Une des célèbres citations de l'auteur, c'est la suivante: « Doing something unimportant well does not make it important ». Donc, je vous traduis mon anglais génial. C'est pas parce qu'on fait bien quelque chose d'insignifiant qu'on le rend important. Donc, au lieu de chercher à faire tout ce qu'on peut faire le mieux possible, il dit de se concentrer sur les quelque chose qui vont nous permettre de réaliser les plus grands progrès avec le minimum d'efforts. Donc, dans quoi on est plus efficace. Ferriss suggère aussi une diète d'information. Il dit que pour aller de l'avant et faire partie des nouveaux riches, il faut apprendre à faire preuve d'une ignorance qu'il appelle sélective. Pour lui, c'est essentiel d'ignorer toutes les informations qui sont pas pertinentes, qui n'ont pas d'importance ou qui ne vous permettent pas d'agir. Il dit que la plupart des informations vont faire perdre du temps et sont redondantes et qu'on doit évaluer de manière critique ce qu'on va regarder ou lire chaque jour pour déterminer si ça va contribuer à la réalisation de nos objectifs. Il propose encore une fois une procédure en 3 étapes pour nous aider à éliminer les informations inutiles de notre vie. 1. Faites immédiatement un jeûne médiatique d'1 semaine. Donc, en d'autres termes, on lit pas de journal, pas de magazine, pas de site internet, pas de télé, pas de livres qui sont non romanesques. Donc, juste des livres, des romans, par exemple, ça serait correct. Et on navigue pas inutilement sur Internet. Deuxième étape, prendre l'habitude de se demander si on utilise les informations qu'on va chercher d'habitude pour quelque chose d'immédiat et d'important. Et 3, il dit savoir quand arrêter d'absorber de l'information. Il dit que si on lit un article mal écrit, de pas continuer à le lire.
Donc ça pourrait s'appliquer dans ma vie avec les films. Quand je commence un film de marde, ben pas l'écouter au complet juste parce que je suis pas capable d'arrêter de l'écouter. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble. It's only a kick. A jump, a block. It's only a serve. It's only a tackle, a run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas. This episode is brought to you by JLL. Get an insider view into the world of commercial real estate with JLL's podcast, Trends and Insights, the Future of Commercial Real Estate. Whether you're curious about making cities more sustainable, the evolution of office space, or AI opportunities, this podcast will help keep you a step ahead. Tune in for candid conversations with business leaders about the biggest trends impacting how we live, work, and play. Subscribe to Trends and Insights now at jll.com/podcast. Dreaming of a better sleep? Tossing and turning is not your destiny. And Ollie is here to help. Ollie invites you to sink into sweet, sweet slumber to improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's OLLY.com. Ferris parle ensuite d'interrompre l'interruption. Donc, ce qui définit comme en fait, l'auteur définit comme une interruption tout ce qui va vous empêcher d'accomplir une tâche importante. Il parle de gaspilleurs de temps, donc des gens dans votre milieu de travail qui vont vous faire perdre du temps en vous parlant de trucs pas importants. Il parle des consommateurs de temps, donc notamment si vous naviguez sur les réseaux sociaux à journée longue, ou les personnes qui parviennent pas à se prendre en charge. Donc, si vous avez des gens à gérer et qui sont pas capables de gérer, ça peut vous empêcher d'accomplir une tâche importante. Pour prévenir ces interruptions-là, l'auteur propose de prendre les mesures suivantes, soit 1. De créer des systèmes qui limitent votre disponibilité et évitent les interruptions inappropriées. Il peut s'agir de remplacer, par exemple, une réunion par un courriel super concis. J'adore cette idée-là, je viens d'un milieu, donc le milieu universitaire, où on a beaucoup de réunions, et honnêtement, il y a peut-être 20% de ces réunions-là qui sont pertinentes, surtout en termes de durée. Deuxième mesure qu'il propose pour éviter ces interruptions-là, c'est de regrouper les activités pour limiter les coûts et gagner du temps. Donc ça s'applique peut-être plus à quelqu'un qui a une entreprise. Il dit de définir des règles autonomes avec un examen régulier des résultats. Ce qui veut dire, c'est que de cette façon-là, vous allez éviter de créer un goulot d'étranglement au niveau de la prise de décision. Donc si les règles sont pas claires, il va y avoir un débat à chaque fois et on n'a pas toujours besoin de vous pour décider. Donc, si vous avez une entreprise, vous faites partie d'une entreprise où il y a des décisions à prendre, donc vous êtes la personne qui doit mettre le stamp, le timbre à la fin pour dire oui, j'accepte, peut-être que ça serait important de définir des règles pour que les gens en dessous de vous ou que vous-même, vous puissiez prendre des décisions sans à chaque fois avoir des débats ou de grandes discussions autour du point qui a déterminé. Donc, en ayant des règles claires, l'auteur dit qu'on évite ces débats-là et que ça évite le goulot d'étranglement et que ça va vous permettre d'aller voir plus loin, de vous libérer, d'être plus mobile. Troisième élément de synthèse, le A pour automatiser. Il dit que l'une des compétences les plus importantes pour faire partie des nouveaux riches, c'est d'apprendre à communiquer et à gérer à distance, à déléguer des tâches. Faut pas oublier que ce livre-là a été écrit en 2007, donc avant la pandémie du COVID. Donc avant, le travail à distance était pas aussi populaire qu'il l'est maintenant. Cependant, Ferris tient également à souligner le côté obscur de déléguer des tâches.
il dit qu'à moins qu'une tâche soit bien définie et vitale, il affirme que personne ne devrait s'en charger. Il dit qu'il faut éliminer, donc l'étape précédente qu'on a vue au point 2, avant de déléguer. Ça signifie qu'il faut jamais automatiser quelque chose qui pourrait être éliminé et de ne jamais déléguer quelque chose qui pourrait être automatisé. Donc pour se familiariser avec l'idée d'automatiser sa vie, Ferriss suggère différents points. Premièrement, il suggère d'engager un assistant même si on n'a pas besoin. Deuxièmement, il dit de commencer modestement mais de voir grand. Ça signifie qu'il faut examiner ce qui figure depuis longtemps sur votre liste de choses à faire et ce qui vous cause le plus de frustration ou d'ennui dans ces tâches-là et de les déléguer. Troisièmement, il dit d'identifier vos 5 tâches non professionnelles les plus chronophages et les 5 tâches personnelles que vous pourriez assigner à un assistant juste pour le plaisir de ne pas les faire. Et enfin, 4e point, il dit de rester synchronisé en utilisant des calendriers de vos différentes tâches. Personnellement, je suis pas sûr que je me payerais un assistant juste pour le fun, mais sinon, le livre jusqu'à maintenant est très intéressant. Mais pour moi, ce petit bout-là, à ce stade-ci du livre, était un peu déconnecté. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, comment commencer à travailler 4 heures par semaine? Ben, pour travailler juste 4 heures par semaine, l'auteur dit que la clé, c'est de ne pas gérer une entreprise. Il s'agit de posséder une entreprise et de ne pas y consacrer de temps. Comment faire ça en externalisant? Et là, vous allez voir que le petit bout qui suit, c'est surtout pour les gens qui ont une entreprise ou qui souhaitent avoir une entreprise. Donc, Ferriss affirme que votre entreprise devrait respecter les principes suivants si vous voulez vous libérer, mais en fait travailler seulement 4 heures par semaine un jour. 1. Le produit que vous voulez vendre doit pas coûter plus que 500 $ à tester. Bon, la deuxième étape, c'est de faire un remue-ménage, puis peut-être qu'en 2007, c'était pertinent, mais ce qu'il disait de faire à l'époque, c'était de choisir 2 secteurs d'activité qui vous étaient familiers et qu'une page de publicité dans un magazine spécialisé pour faire la publicité dans ce secteur-là coûtait 5 000 $ ou moins. Il disait de réfléchir ensuite à des idées de produits qui pourraient faire l'objet d'une telle publicité efficace dans 2 magazines dans 2 secteurs différents. Il disait que le produit devait coûter entre 50 et 200 $ à acheter et que sa fabrication ne devait pas prendre plus que 3 ou 4 semaines et qu'il devait être accompagné d'une foire aux questions, donc la réponse aux questions des clients potentiels, complète sur Internet. Il disait de choisir ensuite de revendre un produit, d'accorder une licence pour un produit ou de créer au complet un nouveau produit. Troisième étape, de procéder ensuite à des micro-tests pour vos produits. Donc, ces micro-tests-là vont utiliser des publicités bon marché pour vérifier s'il existe une demande pour votre produit avant de le fabriquer. Donc, il dit que pour faire ça, il faut évaluer la concurrence et créer une offre plus attrayante que ce que les autres proposent. Il dit tester ensuite l'offre à l'aide de courtes campagnes publicitaires avant de décider laquelle des idées de produits que vous avez potentielles est la plus pertinente. Quatrième étape du processus, une fois que vous avez un produit qui se vend, il dit que c'est le temps d'automatiser le tout. Il dit que l'architecture de votre entreprise doit faire en sorte que vous soyez en dehors du flux d'informations et non au sommet de la pyramide. Donc pour ce faire, il dit de faire appel à des sociétés d'externalisation plutôt qu'à des indépendants et de veiller à ce que tous vos sous-traitants se parlent entre eux pour résoudre des différents problèmes au lieu de vous parler à vous. Cinquième et dernier élément du processus, c'est évaluer la valeur de chaque client. Il dit d'identifier les clients qui dépensent le moins et demandent le plus d'énergie, selon la règle de Pareto de 80-20 qu'on a vu tantôt, et d'éliminer ces clients-là. Il dit que ça coûte beaucoup plus de temps que ces clients-là valent la peine. Les clients que vous gardez doivent être bien traités comme s'ils faisaient partie d'un club exclusif, d'un club VIP. Bon, ma position après ces 5 points-là du processus proposé par l'auteur, que je vous ai nommé parce que je pense que c'est intéressant pour des gens qui veulent se partir d'une entreprise. Mon commentaire c'était « Ouf, ça semble facile dit de même, mais je suis pas sûr du taux de succès si on se lançait tous dans ce type de développement d'entreprise-là. » Mais encore une fois, il rappelait de s'intéresser à des objectifs irréalistes. Donc peut-être que c'est moi qui vois les choses trop comme la masse de 99% des gens. Quatrième élément de synthèse, L pour liberté. Il dit que si vous êtes actuellement salarié d'une entreprise et que vous souhaitez profiter de la vie à distance sans restriction, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il dit que vous pouvez augmenter l'investissement de votre employeur en vous. Donc, il peut s'agir de demander à votre employeur de vous financer un cours de formation quelconque. Il dit que la psychologie derrière cette démarche-là, c'est que plus que l'entreprise va investir en vous, plus ils vont être perdants si vous démissionnez.
Deuxième élément qu'il propose, c'est de prouver à votre employeur que vous êtes productif lorsque vous n'êtes pas au bureau. Il dit de créer une preuve tangible de vos efforts premièrement, mais de montrer à vos employeurs à quel point vous travaillez bien lorsque vous n'êtes pas au bureau. Et ça, encore une fois, comme je disais tantôt, c'était peut-être vrai en 2017, mais maintenant, il y a plus de personnes qui travaillent au bureau. Et il y a même des employeurs qui veulent ramener les gens, justement, dans les bureaux. J'ai dit qu'ils travaillent au bureau, mais ils travaillent à la maison. Et les employeurs veulent les ramener au bureau. Troisième élément, préparer l'avantage commercial. Donc, il dit qu'il s'agit de créer une liste à votre employeur qui montre à quel point vous êtes plus performant lorsque vous n'êtes pas au bureau. Donc, voici ce que je fais de mieux quand je suis chez nous. Je suis capable de travailler tant de minutes de plus ou tant d'heures de plus chaque jour, et ainsi de suite. Quatrième point, c'est de proposer une période d'essai à votre employeur. Ça peut être une journée au début pour commencer. À partir de là, cinquième point, il dit d'augmenter progressivement votre temps que vous travaillez à distance. Et pour ce faire, assurez-vous que vos travails à distance sont les plus productifs dans votre semaine. Puis, organisez une rencontre avec votre employeur de façon assez récurrente pour discuter de ce que vous faites, des résultats que vous obtenez. L'auteur dit toutefois qu'il y a certains emplois qui valent tout simplement pas la peine d'être gardés. C'est pas parce que vous avez investi beaucoup de temps dans un emploi que cet emploi-là en vaut la peine. Donc, comme on l'a vu précédemment, il dit que c'est la peur qui empêche les gens de franchir le pas d'abandonner un emploi mal rémunéré. Il dit qu'il y a 4 craintes courantes lorsqu'on envisage de quitter son emploi et l'auteur répond à chacune de ces craintes-là. Première crainte, des gens qui disent que démissionner, c'est définitif. L'auteur dit que c'est un mensonge, c'est toujours possible de reprendre la carrière que vous aviez dans une autre entreprise un peu plus tard. Deuxième crainte, il dit il y a des gens qui ont peur de ne pas pouvoir payer les factures s'ils lâchent leur emploi. Il dit si vous allez pouvoir payer vos factures, si vous obtenez une nouvelle source de revenus avant de quitter votre emploi, il dit que ça c'est l'idéal. Sinon, il dit que c'est pas difficile d'éliminer temporairement d'autres dépenses et de vivre de vos économies pendant un court laps de temps. J'ai mis entre parenthèses ici, là, ça dépend. C'est pas tout le monde, je pense, qui peut vivre plusieurs mois sans revenus. Là. Donc ça, c'est à nuancer selon moi. Troisième élément, il dit que l'assurance maladie et les fonds de retraite vont disparaître si je démissionne. L'auteur dit que c'est faux. Il dit de faire vos recherches et de transférer tout votre fonds de retraite ou vos fonds d'assurance dans un fonds similaire d'une autre entreprise ou de faire de l'autogestion. Quatrième élément, il dit que ça va ruiner mon CV. L'auteur dit que c'est faux. Il faut faire preuve de créativité avec votre CV. Il dit qu'en plus, si vous démissionnez de quelque chose pour faire quelque chose de plus intéressant, il dit que ça pourrait même vous rendre plus attrayant pour les employeurs qui cherchent quelqu'un de motivé à long terme. Ensuite, dans le thème de la liberté, toujours, l'auteur dit qu'il faut profiter de mini-retraites. Donc, après avoir transformé des vacances supposément de 3 mois en un voyage de 15 mois pendant lequel il travaillait à distance, l'auteur s'est demandé pourquoi ne pas prendre la retraite habituelle de 20-30 ans en fin de carrière et plutôt la redistribuer tout au long de la vie, au lieu de juste la vivre à la fin. Donc, l'auteur suggère qu'au lieu de voyager en bloc, ce que font la plupart des gens qui travaillent 40 heures par semaine lorsqu'ils ont des vacances, donc on va voyager 3 semaines l'été, il dit de prendre plusieurs mini-retraites, c'est-à-dire on pourrait déménager par exemple dans un autre endroit pendant 6 mois, travailler 4 à 8 heures par semaine et profiter de ce voyage-là. Il dit que en faisant ça, on va pas échapper à notre vie de travailleur en tant que tel, mais on va pouvoir la réexaminer, donc la voir de façon différente. Pour se faire à l'idée d'une mini-retraite, il dit qu'il faut d'abord se libérer du matérialisme et de l'esprit de comparaison qui font partie intégrante de notre culture, qui est toujours axée sur la vitesse, la production, l'efficacité. D'après son expérience, il affirme qu'il faut environ 3 mois pour réussir à se débrancher de notre mode de pensée contemporain, là, d'efficacité et de production, avant de prendre conscience du temps qu'on passe à se distraire en étant, comme il l'appelle, constamment en mouvement dans le chaos quotidien et les routines du quotidien. Lorsqu'il s'agit de financer les mini-retraites, il dit que votre niveau de luxe est juste limité par votre niveau de créativité. Il dit que lorsqu'on compare les frais de subsistance dans d'autres pays au montant qu'on doit payer actuellement ici, on va se rendre compte que vivre à l'étranger, ça pourrait même nous permettre d'économiser de l'argent. Il dit qu'en plus, avant de partir, c'est une belle excuse pour désencombrer notre vie de tout ce qui n'est pas nécessaire. Il dit qu'en plus, c'est le moment idéal pour appliquer la règle des 80-20 et se poser la question suivante, c'est quoi le 20% des biens matériels que j'ai besoin qui me rendent vraiment heureux pour se débarrasser ensuite du reste? Ce que je me suis posé comme question, est-ce que les enfants font partie du 20%
Probablement qu'il dirait que c'est possible avec les enfants de vivre des mini-retraites comme il propose, mais je trouve que le mode de vie qu'il propose jusqu'à maintenant est un peu plus difficile avec les enfants, l'école et tout ça. Bien qu'il puisse pas donner une réponse unique à la question de savoir comment profiter de la vie puis se sentir bien dans sa peau, l'auteur affirme qu'il y a 2 éléments qui sont fondamentaux pour tous les nouveaux riches qu'il appelle, le bénévolat et l'apprentissage en continu. Il suggère notamment qu'une des meilleures choses à faire quand on prend une mini-retraite, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Selon lui, ça permet d'affiner sa lucidité tout en s'imprégnant de la culture dans laquelle on va être immergé. Sinon, il définit le bénévolat comme le fait de faire quelque chose qui améliore la vie au-delà de sa propre vie à soi. Pour lui, c'est une attitude et c'est à nous de trouver le domaine qui nous attire le plus et de faire notre part dans ce domaine-là. 5e élément de synthèse, deal or no deal. Donc, ceux qui ont un eagle eye, ceux qui ont un œil averti, auront vu que l'acronyme des 4 premiers éléments de synthèse, c'est DEAL. Donc, est-ce que pour vous, ce type de vie-là vous conviendrait? Vous pensez quoi de ces stratégies-là? Est-ce qu'elles vous font réfléchir? Est-ce que vous signez en bas de la page? Donc, c'était vraiment le cœur du livre. Mais je voulais ajouter un 5e élément quand même plus précis parce que c'était une discussion que j'ai eue avec ma blonde pour sa business vraiment récemment. Donc, je pensais que ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, vraiment, le cœur du livre, là, c'était le DEAL, les 4 stratégies qu'on vient de voir, si vous souhaitez les appliquer dans votre vie à vous. Le 5e élément, c'était plutôt qualité versus quantité. Il dit qu'une fois, tantôt on a parlé du produit là, à valider, il dit qu'une fois que vous avez validé votre produit ou votre service, donc qu'est-ce que votre entreprise va offrir et que vous êtes prêt à vous lancer dans tout ça, il dit que la prochaine grande question à se poser, c'est souvent la suivante: est-ce que je vais offrir quelque chose de qualité ou être le moins cher? Et sa réponse à l'auteur, c'est la qualité, toujours la qualité. Il nous dit d'imaginer qu'on souhaiterait gagner 4000 $ par mois avec l'entreprise en vendant, par exemple, un supplément nutritionnel. Il dit que si on demande 10$ par bouteille, il va falloir générer 400 ventes par mois. Il dit que si on fait payer la bouteille 40$, on va juste avoir à réaliser 100 ventes au lieu de 400 ventes. Il dit que la partie la plus difficile dans la vente, dans l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte de trouver des clients, donc d'amener des gens à nous donner leur argent. Il dit que, au contraire, le montant, selon lui, est très négociable une fois que les clients ont pris la décision d'acheter chez vous. Il parie avec nous qu'on va trouver beaucoup plus rapidement 100 personnes qui sont prêtes à nous donner 4 fois plus d'argent plutôt que de trouver 300 personnes supplémentaires pour acheter notre produit. Il dit que c'est la première raison pour laquelle on doit viser la qualité absolue et demander aux gens de payer plus cher pour cette qualité-là. La deuxième raison, c'est que les personnes qui sont prêtes à payer un supplément habituellement sont des clients peu difficiles selon l'auteur. Il dit que vous allez recevoir beaucoup moins de plaintes, de retours et d'appels téléphoniques de gens mécontents, même si ces gens-là aiment pas le produit, il y a de fortes chances qu'ils vont pas le renvoyer parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper de chaque scène avant de dépenser. Il dit donc de promettre une qualité élevée et de tenir notre promesse. En conclusion, le livre La semaine de 4 heures, donc de 4 Hour Work Week, vise à donner plus de temps et plus de mobilité aux gens. Selon l'auteur, il s'agit là des 2 attributs qui vont définir ce que Ferriss appelle les nouveaux riches. Il dit que lorsqu'on découvre que la vie, c'est pas un problème à résoudre ou un jeu à gagner, il y a un véritable monde d'opportunités qui va s'ouvrir à nous. En poursuivant sans réfléchir à un idéal de réussite, il dit qu'on va passer à côté de tout ce qui est le fun, surtout lorsqu'on reconnaît que les seules règles et limites qui existent sont celles qu'on s'impose nous-mêmes. Il dit qu'en fait, vous allez devoir réaliser qu'il n'y a pas de chaîne ou d'excuses qui vous empêchent de vivre la vie passionnante que vous souhaitez vivre et dont vous rêvez. Donc, j'ai apprécié la lecture qui nous éloignait un peu du marché boursier et des éléments abordés habituellement sur le podcast. C'est sûr que ça va complètement à contre-courant de mon style de vie actuel où je travaille beaucoup pour construire un patrimoine futur, mais j'ai quand même aimé me remettre en question sur ce qu'on pourrait appeler ma rich life pour revenir à ce que disait Ramit Sethi dans l'épisode 56. Il va vraiment falloir que je m'assoie bientôt et que je règle ça, ce plan de dépenses conscient-là. C'est pas encore fait. Cependant, pour moi, ce livre-là va trop loin, mais c'est correct, ça prend des fois des extrêmes pour être capable de se remettre en question. Bref, c'est un livre que je recommande fortement pour ceux qui se situent au travail ou qui souhaitent justement devoir éviter de le faire tout en sacrifiant pas leurs rêves présents et futurs. Donc, key points, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Pour moi, c'est un plan détaillé pour vous libérer si vous vous sentez menotté à votre travail salarié, si vous voulez créer une entreprise pour financer et soutenir le style de vie de vos rêves, et si vous voulez vivre comme un millionnaire sans avoir à l'être vraiment.
Prudence par contre avant de tout laisser tomber, identifiez bien votre plan et vos objectifs. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Phil Town écrit en 2007 qui s'intitule The Rule Number 1, donc la règle numéro 1. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les 4 seules compagnies ayant passé l'étape 1 de ma stratégie d'analyse fondamentale. Donc des compagnies qui avaient au moins 48 points sur 79 après l'étape 1, mais qui n'ont pas réussi à avoir 54 points sur 89 à la deuxième étape. Ces 4 compagnies sont Revolve Group, donc RVLV, Malibu Boat, MBUU, Fulgent Genetics, FLGT, et Nvidia Corporation, NVDA. L'épisode tire à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de 3 façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour $3,99 par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.